Grande-Bretagne, 19 juin 2015. Un criminel défraie la chronique. Emmanuel Kalijai, étudiant en biochimie, est jugé pour le meurtre de sa mère, poignardé de plus de 40 coups de couteau. Emmanuel Kalijai a revêtu le survêt rose de sa mère pour se créer un alibi et faire croire qu'elle était toujours vivante. Tous les tabloïds anglo-saxons ont dit que c'était le nouveau Norman Bates, le nouveau Psycho. Ça montre à quel point ce personnage de Norman Bates s'est ancré dans la culture populaire. Norman Bates, l'anti-héros culte du film Psychose d'Alfred Hitchcock, le tueur au couteau le plus célèbre du cinéma. Une douche et une musique que personne n'a oubliée. Une scène entrée dans l'histoire, reproduite et parodiée des centaines de fois. Ce qui est intéressant, et ce qui me fascine personnellement, que ce soit Hannibal Lecter ou Norman Bates, c'est de voir à quel point le public les aime. Ils les aiment, ils ont de l'affection pour eux. 5 acteurs ont incarné Norman Bates. Anthony Perkins et Vince Vaughn pour le cinéma. Et 2 ex-enfants stars à la télévision, Henry Thomas, échappé du film E.T., et le jeune Freddie Highmore, passé du garçon gentillet de Charlie et la chocolaterie au jeune homme de plus en plus psychotique de Bates Motel. Je pense que c'est avant tout une histoire de famille. Une famille un peu bizarre, mais une famille dont l'histoire ne cesse de nous intéresser et qui reste intemporelle. Des déguisements pour Halloween, aux t-shirts en passant par des rideaux de douche, les indices ne trompent pas. Norman Bates est bien l'un des tueurs en série les plus iconiques de la pop culture, dont le sourire cache encore beaucoup de sombres secrets. Los Angeles, dans les années 50. À cette époque, Hollywood n'a qu'une seule obsession, exporter l'American Dream pour lutter contre les méchants communistes. Les héros des films de science-fiction sont le plus souvent de fiers Américains luttant contre des extraterrestres ou des monstres. Reflet des angoisses liées à la guerre froide et à une éventuelle catastrophe nucléaire. Quand le nouveau film d'Alfred Hitchcock est projeté sur les écrans en 1960, il détonne. Ce n'est ni un film noir, ni un film de SF, et pas vraiment un film d'horreur. Une sorte de thriller psychologique sorti de nulle part. L'Américain Patrick McGilligan est la référence quand il s'agit du maître de l'horreur, Alfred Hitchcock. Psychose est un film qui fait date dans l'histoire. C'est un film référence, car son personnage principal est devenu ensuite un modèle pour les autres scénaristes. Le genre de personnage qui nous devient très vite familier et que le public ne peut jamais oublier. Norman Bates est en quelque sorte le premier serial killer moderne, à la fois dans les romans et dans la fiction. C'est lui qui est en quelque sorte l'ancêtre, même s'il y a eu Jacques l'Éventreur avant, mais l'ancêtre de nos tueurs en série modernes, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde,
qui commet des actes insensés, qui a un rituel macabre. C'est aussi un personnage qui a été adapté, filmé d'innombrables fois depuis 1960. Le dernier Norman Bates en date, c'est lui. Freddie Highmore. Il est le héros de la série Bates Motel, qui revient sur les origines du personnage. C'était intéressant pour nous de le montrer de cette façon, souriant, relax. C'est pour moi plus intéressant à jouer. Nous savons ce qu'il va lui arriver, tout le tragique des situations à venir, mais dont il n'a aucune conscience encore. Et dans la série, même quand il sourit sans aucune arrière-pensée, le public sait que derrière ce sourire se cache le tueur qu'il ne va pas tarder à devenir. Norman Bates, un nom qui résonne encore comme les bruits d'un coup de couteau dans la chair. Un personnage qui n'est pas né de l'imagination d'Hitchcock. Norman Bates. Son nom est apparu quelques années plus tôt dans un roman de Robert Bloch, auteur de romans policiers et de nouvelles fantastiques. Stéphane Bourgoin, écrivain spécialisé dans l'étude des tueurs en série, a bien connu Robert Bloch. Après plusieurs rencontres, les deux hommes sont devenus des amis, à tel point que l'écrivain a accepté d'être le parrain du fils de Stéphane Bourgoin. Robert Bloch, en 1957, habitait dans le Wisconsin, dans un tout petit village qui était situé à peu près 40 miles, 60 km de Plainfield, dans le Wisconsin, où a sévi Ed Gein. Ed Gein, un fermier anonyme des environs, et qui est le modèle majeur du personnage de Norman Bates. Ed Gein, c'est un homme qui est né en 1906 en Amérique, qui a grandi dans une famille à gros problèmes. Le père était alcoolique, au chômage en permanence, il tapait sur sa femme, la femme se roulait par terre en hurlant et en priant le Seigneur de faire mourir son mari le plus vite possible. Il a grandi dans une ferme dans un premier temps. Ensuite, ses parents ont changé de profession, ils se sont installés, ils ont acheté une boucherie. Et donc Gein a commencé, alors qu'il avait 6-7 ans, à voir des scènes sanglantes un peu tous les jours. Il voyait sa mère découper des porcs, et arracher les entrailles. C'était un spectacle quotidien pour lui. Ed Gein cache un lourd secret. Il désire violemment, au plus profond de lui, devenir une femme. Mais au lieu de simplement enfiler des bas et une robe tranquille chez lui, il va déterrer des corps de femmes pour les démembrer. Dans ses tombes, Gein cherchait une chose fondamentalement simple, c'est-à-dire qu'il voulait se transformer en femme. Donc il récupérait le visage, bien sûr, de ces femmes qu'il avait sélectionnées, il récupérait les seins, il récupérait les vulves, et ensuite il se confectionnait des masques et il s'était confectionné un torse à partir de divers morceaux récupérés ça et là, avec lequel il s'habillait les soirs de pleine lune et il allait danser dans son jardin, dans les bois. Rapidement, le cimetière perd vite de son intérêt pour Ed Gein. Il s'attaque alors à des femmes de son entourage, bien vivantes cette fois-ci. Je pense qu'on peut tabler sur une dizaine de victimes en additionnant toutes les disparitions et tous les cadavres qu'on a retrouvés autour de chez lui et pour lesquels on n'a jamais eu d'explication. Lors de son arrestation en 1957, l'atrocité des crimes frappe d'effroi les Américains. Ed Gein devient immédiatement une légende horrifique, alimentée par une presse fascinée. Tel un personnage de conte d'épouvante, des comptines et des chansons lui sont même consacrées. Ed Gein, tueur, mais aussi bricoleur, n'hésitait pas à créer des objets du quotidien avec la peau de ses victimes. Comme par exemple, cette chaise en cuir.
L'imagination de l'écrivain Robert Bloch, stupéfait d'apprendre que ces crimes ont lieu à quelques kilomètres de chez lui, se met en marche. Ce fait divers le marque immédiatement. Et en 7 semaines, sans interruption, il a bouclé le roman Psychose. Sur ces images tirées des archives personnelles de Stéphane Bourgoin, Robert Bloch confie son sentiment sur la fascination des médias américains pour les tueurs en série. I think that the media is culpable to a great extent in its handling of the phenomenon of serial killings. Que les médias sont responsables de l'exploitation du phénomène des tueurs en série. Il y a un tel sensationnalisme autour de ces affaires et trop peu de pudeur médiatique quand il s'agit du comportement et de la biographie de tel ou tel tueur. Fidèle à ses convictions, Robert Bloch ne va pas créer sur le papier une simple copie d'Ed Gein. Il pioche certains détails horrifiques de son histoire pour inventer un personnage beaucoup plus fascinant. Sous sa plume, Ed Gein n'est plus fermier, mais le propriétaire d'un motel souffrant d'un dédoublement de personnalité. Il baptise son personnage de fiction Norman Bates, les 2 premiers mots que le lecteur découvre en ouvrant le livre Psychose. Norman, il m'avait expliqué que ça se rapprochait de normal, donc quelqu'un de normal dans son anormalité. Donc il voulait en faire un peu un monsieur tout le monde. Bates, m'a-t-il expliqué une fois, c'était un voisin qu'il détestait dans le village, qui avait un chien ou 2 chiens, je ne sais plus, qui aboyait en permanence et qui le réveillait la nuit. Et lorsqu'il lui avait demandé de faire taire son ou ses chiens, la dispute s'était quelque peu envenimée. Donc c'était une façon pour lui de se venger de ce voisin irascible. Le roman est achevé en 1959. Pourtant, malgré l'attrait du public pour les méfaits sordides d'Ed Gein, Psychose, le livre, sort dans l'indifférence. Mais une critique extrêmement favorable paraît dans le New York Times, un journal qu'Alfred Hitchcock lit tous les jours. Monsieur Bloch fait la démonstration qu'une histoire plausible de maladie mentale peut terrifier et glacer le sang. Dans les années 50, Hitchcock enchaîne les gros hits « Fenêtre sur cour »,« Sueur froide »,« La mort aux trousses ». Il s'amuse en parallèle à faire peur aux téléspectateurs avec son émission culte « Alfred Hitchcock présente ». En 1959, il n'a d'ailleurs qu'une seule envie, tourner un petit film avec son équipe de télévision sans les contraintes économiques propres aux grosses productions. Avec le roman Psychose, il va trouver enfin son nouveau sujet. Surtout, Norman Bates lui évoque un autre tueur en série, fameux dans son Angleterre natale, Jack l'Éventreur. L'origine de la fascination d'Alfred Hitchcock pour les tueurs en série est à chercher dans son enfance. Tout simplement parce qu'il a grandi dans le même quartier que l'un des tueurs en série les plus célèbres de Grande-Bretagne, Jack l'Éventreur. Même si les faits sont arrivés avant sa naissance, personne n'a jamais arrêté Jack l'Éventreur. Personne ne l'a clairement identifié, encore aujourd'hui, et son nom ne cessait de revenir dans les conversations du quartier. Régulièrement dans sa filmographie, il revient toujours à la figure de Jack l'Éventreur sous une forme ou une autre. Alors quand il a commencé à lire en 1959 le roman de Robert Bloch, Psychose, je suis sûr qu'il s'est dit... Hitchcock achète sur le champ les droits du livre. L'agent de Robert Bloch reçoit une offre de 9 500 $, tout en ignorant avec qui il est en train de négocier. Hitchcock avait pour habitude de cacher son identité lors des achats de droits. Donc l'agent de Robert Bloch reçoit une proposition à l'aveugle.
d'adaptation du roman pour le cinéma. On lui dit que ça va être tourné en noir et blanc, donc automatiquement, il pense que c'est un film à petit budget, même si ça vient de la part d'une major qui s'appelle Universal Pictures. Le scénario reste très fidèle à l'intrigue du roman. Mais un détail primordial est modifié. Dans le roman, Bates est un homme d'une quarantaine d'années, rondouillard et inquiétant. Sur une idée de Joseph Stefano, son scénariste, Hitchcock va le transformer en un jeune homme propre sur lui. Le genre de personne dont on pourrait dire « Tiens, lui, il ne ferait pas de mal à une mouche ». Hitchcock jette alors son dévolu sur un acteur qui commence à faire parler de lui dans le milieu. Le jeune Anthony Perkins. Anthony Perkins n'était pas un inconnu. Je suis sûr qu'Hitchcock l'observait d'un coin de l'œil et pensait à lui pour un futur rôle. Et quand le projet d'adapter Psychose est arrivé, je suis sûr que son entourage et sa première conseillère, sa femme, Alma, ont tout de suite vu en lui l'interprète idéal pour donner vie à Norman Bates à l'écran. Les époux Hitchcock sont intrigués par l'ambiguïté sexuelle qui se dégage d'Anthony Perkins. Une impression troublante qui va servir à merveille le personnage de Norman Bates. À cette époque, la sexualité d'Anthony Perkins était floue. On ne savait pas s'il était gay, bisexuel ou hétéro, ou comment il se définissait lui-même. Et le choisir était un coup de génie d'Hitchcock. Il est, d'une certaine manière, le tueur le plus juste que l'on connaisse. Parce que ceux que l'on représente, ceux que l'on nous raconte, ils sont toujours mis en scène sur un mode exceptionnel. Voilà, ils ont une tête exceptionnelle, une gueule, pourrait même-on dire en langage cinématographique. Ils ont un tempérament exceptionnel, ils sont hors normes, ils sont tellement hors normes. Du coup, ils nous épargnent, parce que c'est pas notre norme, justement. Mais lui, voilà, il est tellement nous. On n'a pas fait, me semble-t-il, de tueur plus insignifiant. Ça me fait penser, c'est dans ces reportages, quand on interroge quelqu'un qui s'est révélé être un dangereux terroriste ou un assassin, ou les voisins, est-ce qu'ils avaient vu que « Ah bah non, il était gentil, ah bah oui, il disait bonjour tous les matins ». On a toujours ce retour-là. Pour le premier rôle féminin, Alfred Hitchcock veut la star Janet Leigh. Elle a tout pour plaire au cinéaste. Blonde, beauté froide, fantasmatique. Sur ce film, il veut repousser les limites du politiquement correct de l'époque. C'est une chose qui a attiré beaucoup de spectateurs, c'est qu'on voyait Janet Leigh en soutien-gorge sur l'affiche du film, ce qui se faisait jamais. On la voyait d'ailleurs 2 fois en soutien-gorge pendant le film. Ensuite, il a montré une chasse d'eau qu'on utilisait dans le film, ça se faisait pas non plus, c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais le coup de génie ultime d'Alfred Hitchcock va être d'éliminer le personnage incarné par Janet Leigh au bout de 30 minutes seulement. On a d'abord Marion Crane, qui se sauve avec l'argent volé. On prend fait et cause pour elle, on la suit, on espère qu'elle va s'en sortir, et hop, elle se fait assassiner au bout de 20 ou 30 minutes de film. Bon. Oui, les spectateurs sont complètement stupéfaits, parce qu'on a pour habitude de s'identifier au personnage principal qui est présent à l'écran pendant 20-25 minutes. Et tout d'un coup, l'héroïne disparaît. Elle est assassinée de manière ultra-violente. Et ce qu'on pensait être le ressort dramatique du film, c'est-à-dire le vol de cet argent, disparaît totalement. Ensuite, Hitchcock réussit à nous faire basculer vers Norman Bates, et là on prend fait et cause pour Norman Bates, qui à l'époque nous apparaît comme un pauvre garçon qui essaye de récupérer les cochonneries faites par sa mère et d'éponger le sang et de se débarrasser du cadavre. Le tournage est mené à un rythme effréné, et en quelques mois, à la fin de l'année 1959, le film est en boîte. Hitchcock n'a alors qu'une seule idée en tête, préserver le mystère autour de Norman Bates et du mal qui le ronge. Spoiler son dédoublement de personnalité, c'est tuer le suspense du film et le twist final. Pour éviter les fuites, Hitchcock ordonne à son assistante d'acheter tous les exemplaires de Psychose disponibles en librairie. Et pour faire perdurer le mystère, il va s'inspirer de son alter ego français, Henri-Georges Clouzot.
Quand Clouzot a sorti son film Les Diaboliques en 1955, Hitchcock s'est dit « c'est pas mal ». Lors de la sortie des Diaboliques, sur les affiches, Clouzot avait directement sommé ses spectateurs de garder le secret autour de l'intrigue. Ne soyez pas diaboliques. Ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Merci pour eux. Pour la sortie de Psychose, impressionné, Hitchcock va faire exactement la même chose. Cela vous permettra de mieux goûter Psychose et surtout, lorsque vous aurez vu le film, n'en révélez pas la fin, nous n'en avons pas d'autre. Clouzot inspirait le travail d'Hitchcock et inversement. Surfroide et Diabolique sont tirés de l'œuvre du même écrivain français, Boileau-Narcejac. Mystère, sexe et thriller troublant. Tous les ingrédients sont là pour faire de Norman Bates l'icône du crime qu'il est devenu. Et ça, dès la sortie du film. Ils ont demandé à tous les critiques de cinéma de leur envoyer leurs critiques avant parution dans les médias. Et il y a véritablement un blackout sur Norman Bates et sa mère. Donc il y a une attente absolument extraordinaire. Dès les premières séances, il y a des queues gigantesques. Quand Psychose est sorti en 1960, cela a été un coup de tonnerre dans le paysage cinématographique de l'époque. Tout de suite, ça a été un énorme succès. Tout le monde parlait de la controverse, discutait du film, les journaux, la télé. Certains condamnaient le film, demandaient à Alfred Hitchcock des explications. D'autres criaient au génie. D'autres trouvaient ça immoral. Il y a eu un avant et un après Psychose. Et ceci en grande partie grâce ou à cause de son personnage principal, Norman Bates. Psychose devient très vite le plus gros succès d'Alfred Hitchcock. Et le film est juste derrière Ben-Hur au box-office de l'année. Produit pour moins d'1 million de dollars, le film en rapporta 50. 22 ans plus tard, en 1982, les slashers sanglants sont désormais à la mode. Universal Pictures met en chantier Psychose 2, avec bien sûr Anthony Perkins en Norman Bates, qui, sorti de l'asile, rentre à son motel, mais comme on s'en doute, pas encore tout à fait guéri. Le film récolte 35 millions de dollars au box-office. Du coup, pas bête, les producteurs lancent en 1986 Psychose 3, avec, bien sûr, Anthony Perkins dans un film où Norman Bates est de nouveau normal. Mais sa mère, elle, a de nouveau perdu la tête. Cette fois-ci, overdose de Bates, le film se plante au box-office. Alors c'est à la télé en 1990 que Psychose 4 voit le jour avec Petit Elliot dit-il extraterrestre dans la version ado de Norman Bates, un avant-goût de la série Bates Motel. L'écrivain Robert Bloch ne prendra même pas la peine de regarder ses suites, faites sans son consentement. Robert Bloch est très amer de se rendre compte, lui qui n'a jamais eu une haute opinion de Hollywood, qu'on va s'emparer de son œuvre, de son personnage, de la psychologie de son personnage, sans qu'il n'ait voix au chapitre, sans qu'il ne touche aucun royalty non plus sur ce personnage. Ce qui paraît ahurissant, mais c'est comme ça. Donc il décide, entre guillemets, de se venger en écrivant une suite à Psychose, puis après une troisième suite à Psychose. Dans son roman Psychose 2, sorti en 1982, il se venge à sa manière de l'industrie hollywoodienne en plongeant Norman Bates au beau milieu d'un tournage d'un film retraçant sa vie. Chaque personnage se faisant admirablement trucider.